On devient ce que l'on croit. C'est fort, non? C'est exactement avec ces mots d'Oprah Winfrey que s'ouvre la préface du livre qu'on explore aujourd'hui. Et ça donne tout de suite le ton. L'idée, c'est que la force de la volonté a une influence tellement énorme qu'il ne faut littéralement jamais s'interdire de rêver grand. C'est vraiment la base parfaite pour commencer notre réflexion. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'ouvrage d'Ibrahima Théolam, Lettres à la jeunesse africaine. Plus qu'un simple bouquin, c'est pensé comme une vraie feuille de route, ultra pratique pour la croissance personnelle et professionnelle. On va structurer tout ça ensemble pour en tirer le maximum. Pour bien démarrer, le livre est préfacé par Rekia Madougou, une experte internationale. Elle rappelle un point fondamental, oubliez le copier-coller. Il n'existe pas de modèle de réussite universel. Chacun de nous a un cheminement profondément unique, avec ses propres montagnes à grimper. Et forcément, ça demande avant tout de faire une grosse introspection. Alors, voici le programme qu'on va suivre aujourd'hui. On commence par la force de la jeunesse africaine, ensuite on verra le plan d'audit personnel, comment passer du potentiel à la compétence, la gestion des choix de carrière, comment surmonter le manque de moyens, et enfin, comment transformer nos limites en opportunités. Allez, c'est parti. Partie 1. La force de la jeunesse africaine, un continent de potentiel. Avant même de parler de l'individu, il faut regarder l'immense réalité globale. Les projections du livre sont claires, le continent sera le plus peuplé au monde d'ici 20 ans, avec une écrasante majorité de jeunes. C'est une force de frappe incroyable, mais attention, avec ça viennent de sacrées responsabilités. Le dirigeant Idrissa Nassa identifie 4 chantiers majeurs: l'éducation, les infrastructures, la gouvernance et l'innovation. C'est un défi historique à relever. Ce qui nous amène logiquement à la partie 2, plan de découverte de soi, l'audit interne. Pour avoir un impact à si grande échelle, il faut d'abord se connaître soi-même. Et l'auteur propose un exercice super concret pour ça. Une grille toute bête à 4 colonnes, ce qu'on aime, ce qu'on déteste, nos qualités et nos défauts. Le but, c'est de se poser au calme et de s'analyser froidement, sans tricher. Un vrai audit interne pour repérer nos moteurs et nos freins comportementaux. Et une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de tester la machine sur des petits objectifs du quotidien. Genre se dire, je fais 10 minutes de sport ce matin. On pèse les conséquences, on regarde les ressources qui nous manquent et on agit. Accumuler ces toutes petites victoires, c'est littéralement la clé pour se bâtir la confiance en soi dont on aura besoin pour les énormes projets. On passe à la partie 3, du potentiel à la compétence, aiguiser son art. Ici, le livre utilise une métaphore que je trouve absolument géniale. Il compare le don naturel à un diamant brut et la vraie compétence à un diamant taillé. Le potentiel, c'est inné, c'est super, mais si on ne le travaille pas d'arrache-pied, ça s'éteint. La vraie valeur, c'est quand on maîtrise tellement son art qu'il en devient précieux et transmissible aux autres. Et pour illustrer ça, prenons la vraie histoire d'Idrissa Nassa. En 2001, il reprend une institution financière au bord du gouffre. Les audits sont catastrophiques. Beaucoup auraient lâché l'affaire. Mais lui s'accroche. Il bosse sans relâche pendant 2 ans pour tout restructurer. Et boum, en 2007, le triomphe. Il décroche l'agrément officiel pour créer Coris Banks. C'est l'exemple parfait du diamant brut qu'on a taillé pour en faire un chef-d'œuvre. Allez, on continue avec la partie 4, naviguer sur le chemin de la carrière, les réalités du choix. Bon, on sait tous que choisir sa propre voie, ça implique souvent de faire face à de grosses pressions de la famille ou de la société. Comment on gère ça sans aller au clash? L'auteur donne 4 étapes. Il faut d'abord maîtriser son sujet à fond, écouter les critiques sans s'énerver et surtout apporter des preuves tangibles de sa détermination. En bref, montrer qu'on est professionnel. Un exemple magnifique de cette méthode, c'est l'histoire de Kadi Diatou, une jeune Guinéenne de 21 ans. Elle faisait face à une énorme pression culturelle pour un mariage précoce. Ça aurait pu totalement ruiner ses propres ambitions. Au lieu de se résigner, elle s'est documentée à fond, a rencontré des pros dans les hôpitaux et a présenté un projet tellement mature à ses parents qu'ils ont fini par la soutenir à 100% dans son rêve de devenir infirmière. Ce qui nous amène à la partie 5. Surmonter les contraintes financières, l'épreuve ultime. Ça, c'est vraiment l'obstacle numéro 1. Le fameux « je n'ai pas d'argent pour lancer mon projet ». Et là, la philosophie de l'auteur est hyper rafraîchissante. Il dit carrément que le manque de moyens n'est pas la fin du monde, mais un accélérateur de transformation. En fait, ne pas avoir d'argent, ça force à être ingénieux. Ça oblige à développer des compétences immatérielles géniales, comme l'humilité, la patience et la vraie débrouillardise. Concrètement, pour bâtir cette résilience, le livre partage les conseils de plusieurs mentors, comme Issouf Assar. Leurs recommandations: se focaliser sur ce qu'on a déjà, trouver de bons alliés, fuir comme la peste les gens fatalistes ou toxiques, et surtout, gérer son temps comme si c'était de l'argent cash. 24 heures bien organisées, c'est déjà un sacré capital. Et enfin, la partie 6, transformer les limites en opportunités, le changement de paradigme. C'est là que tout bascule. On a 2 choix dans la vie face à un mur. L'état d'esprit fataliste qui se dit « c'est mort, le problème est trop grand ». Ou alors, l'état d'esprit axé sur la solution. On se dit que chaque limite a forcément une porte de sortie, comme une équation mathématique qu'il suffit de résoudre. C'est un vrai changement de logiciel mental.
Mais la vraie question, c'est comment on fait quand même notre propre entourage doute de nous. C'est le dilemme vécu par Alain, un jeune malgache qui essayait de fabriquer un robot et qui se prenait des moqueries en permanence. C'est super dur et c'est souvent à ce moment critique que beaucoup de créateurs abandonnent. Pourtant, il faut rien lâcher. Prenez l'histoire d'Hilary, une étudiante congolaise. Son frère ne croyait pas du tout en son projet. Au lieu de se morfondre, elle est allée le pitcher dans un forum. Elle y a trouvé des mentors, ça l'a regonflé à bloc. Et vous savez le plus fou, cette énergie a tellement rayonné que sa propre famille s'y est mise. Au point que sa mère lui a carrément offert des terrains pour soutenir son idée. La détermination, c'est ultra contagieux. Au fond, ce guide publié chez l'Harmattan, c'est bien plus qu'un livre. C'est une vraie boîte à outils pour lutter contre le fatalisme ambiant. Il donne des stratégies bien réelles pour passer de la frustration à l'action. Et ça nous amène à une question cruciale pour terminer. Si nos prétendues limites ne sont au final que des opportunités déguisées, quelle est la toute première chose à faire là, aujourd'hui, pour changer de trajectoire? C'est une sacrée réflexion à méditer. Ce fameux potentiel brut dont on a parlé n'attend que d'être audité et taillé pour révéler toute sa valeur. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour décortiquer de nouveaux sujets passionnants.